Le Club DV et Speed Action présentent le Studio DV, une émission proposée en collaboration avec Yaco. Chers amis, bonjour. Bienvenue dans le Studio DV co-brandé avec notre ami Vincent Franzen de Speed Action. Après un premier numéro où on s'est bien amusé, hein, Vincent? C'est bien amusé, et puis on n'était pas les seuls visiblement à bien s'amuser, ça a bien fonctionné, on a décidé, grande nouvelle, de continuer. C'est le but. Hein. C'est le but. Partager longtemps. nos passions. Alors aujourd'hui, on va remonter un peu dans le temps. On va recevoir Jean-Pierre Lecoux, un serial entrepreneur. Jean-Pierre parlera de ses passions, de sa période Venturi, de sa période de Larousse en F1. Je pense que comme on fait le café du commerce, il y a prescription, il va peut-être pouvoir nous donner des petites anecdotes sympathiques. Et puis on reçoit notre ami Christophe Van Rief de JP Motor, qui vient de gagner le Tour de France Auto et qui a beaucoup de choses à nous dire. Voilà. Certainement. Le décor est planté. On y va. Messieurs, bonjour. Jean-Pierre. Bonjour. Christophe. Peut-être une précision directement, Jean-Paul. Jean-Pierre Lecoux, il est là, il est français de nationalité, il est breton. Ça fait rêver, bien évidemment. Et s'il est là, c'est parce qu'il habite à Bruxelles. Donc il n'est plus breton, il est belge. Hein. Ouais, voilà, comme important. de nombreux Français qui trouvent que Bruxelles est une super belle ville, forcément, et ça vaut la peine d'y rester. On va peut-être attaquer par vous, Jean-Pierre Lecoux. Cette aventure Venturi, donc vous vous êtes retrouvé à la tête de cette marque qui a quand même marqué les esprits, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Comment tout ça se monte? Qui a l'idée de créer Venturi? Alors l'idée, c'est un designer et un ingénieur, Claude Poirot, et son designer, dont j'ai oublié le nom. Et ils ont créé cette voiture et ils ont démarré une activité avec des petits sponsors, des investisseurs. Et puis au bout d'1 an et demi, 2 ans, ils étaient en rupture de cash. Donc ils ont vendu la société à un groupe suisse qui s'appelait Berbul Industries, géré par Didier Prima, qui est un petit-fils Schlumberger. Et à la même époque, j'avais une société qui faisait du Minitel, des centres serveurs télématiques. Et en vendant ma société à ce groupe, il m'a dit « Tiens, je viens de racheter Venturi parce que je voudrais me faire un monospace avec un V12 de luxe. Et la meilleure solution, c'est d'acheter une marque. Bon, est-ce que tu veux t'en occuper ?» Voilà. Donc, on a démarré comme ça, avec en personne emblématique un Xavier de la Chapelle qui faisait déjà des répliques de Bugatti. En fait. Donc on s'est regroupés et on a démarré, l'aventure avait déjà démarré, mais je dirais qu'on a essayé de passer à une étape supérieure en créant une nouvelle usine à Couëron et en créant des nouveaux modèles. On a là un constructeur de GT française, ça fait rêver, puisque l'Alpine a marqué son époque bien évidemment, et là on était dans autre chose, il y avait une volonté de quoi? De concurrencer les grands, Porsche, Ferrari et les autres? Oui, exactement, c'est le vrai concurrent, c'était Porsche. Alpine était déjà dans une période un petit peu difficile par la lourdeur administrative de Renault qui lui bloquait beaucoup. Nous, on était dynamique, on avait une base de voitures faite par Claude Poirot qui était vraiment très efficace. Avec un point négatif, c'était le moteur qui était le fameux PRV Renault qui n'avait pas une très belle image. Mais en performance, la voiture était vraiment géniale. Et puis vous êtes très vite passé de la voiture de route à cette merveilleuse aventure qui est le Gentleman Driver Trophy, avec le non moins célèbre Stéphane Rattel. Comment on va chercher Rattel? Parce que Rattel, à l'époque, à part dans les milieux très jet-setteux, il n'était pas très connu dans le sport automobile. Pas trop. Non, tout à fait. C'est assez simple. On avait cette idée de faire un challenge de voiture, un trophée. Mais les trophées étaient souvent réservés aux, entre guillemets, garagistes, petits pilotes locaux, etc. Et ça ne correspondait pas à l'image qu'on voulait donner de la marque Venturi. Donc on s'est dit, il faut qu'on ait des personnes emblématiques. Et par des intermédiaires dont je ne me rappelle plus trop les noms, nous avons trouvé Stéphane Rattel. Donc on l'a fait venir et il nous a dit « Ah, votre voiture, elle est belle, on dirait une petite F40, oui, c'est sympa, il n'y avait que le dessin à l'époque, oui. C'est sympa, si vous me faites une voiture à, je peux donner des chiffres français de l'époque, à 400 000 francs français, et ben moi je vous en vends de quoi remplir votre plateau. » Bon, intéressant, donc on a un peu travaillé, et puis on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est pour essayer de mieux gérer,
on va vendre la voiture à 400 000 et on va demander 100 000 pour faire une saison de 6 courses. Donc en fait, pour 500 000... Francs français. Hein, francs français, oui. Je vous rassure. 500 000 francs français. Non, mais tu parles souvent 100 000 francs belges, 100 000 euros, si tu veux. Et donc, on a fait une soirée à Gstaad. On a présenté le premier prototype de la voiture et dans la soirée, il a vendu plus de 40 voitures. Voilà. Et après, il est allé en Belgique. Où il est venu à Bruxelles, où on l'a très bien accueilli. Il a dû en vendre 7 ou 8. Éric de Gonquer, Michel Neugarten, Jean-Michel Martin, enfin je vous en passe, c'est les meilleurs. Et on avait fait une merveilleuse soirée. Et c'est vrai que c'était un trophy assez génial. Ouais, c'est génial parce que Stéphane est l'amuseur de toute la jet set, était l'amuseur de toute la jet set mondiale, je dirais. Et donc, on avait mis sur chacune des voitures les drapeaux des pilotes. Et donc, on avait un Turc, un Israélien, un Américain, un Égyptien. C'était assez génial. Et l'ambiance était plutôt fun. Alors là, on est dans les années 90, tu vois que je parle français. Oui. Et puis 91, oui, c'est ça, tu rencontres Gérard Larousse et tu rentres dans le capital. Oui, alors on avait 2 optiques pour développer la marque. C'est toujours ce problème d'image de marque. Oui. C'était de faire une voiture qui, entre guillemets, ressemblait à une F40, oui. À peu près la même puissance, un peu le même look, et de l'autre côté, développer le nom de la société. Et quel est le meilleur moyen de faire connaître une marque? C'était la F1. C'est quand même celle qui avait la plus grande audience, et on n'avait pas du tout les moyens. Donc on est allé voir Gérard Larousse, qui avait son écurie de F1 en légère difficulté, je dirais. Et il accueillit avec grand plaisir le fait que sur un Grand Prix ponctuellement, on lui apporte un petit budget. Le budget, c'était composé d'une somme cash, le prix d'une voiture et d'une voiture. Voilà, donc on n'allait pas très loin. Et on a éventuré sur l'aileron les côtés de la voiture. Et ce qui a été surprenant, c'est qu'après ce Grand Prix, on a eu un retour très très positif de tous les clients qui étaient fiers. Or, en fait, c'était quand même une Lola Larousse avec un moteur Lamborghini à l'époque, donc c'était un peu... Et Badger Venturi. Et Badger Venturi, mais ça a bien marché. Et puis, on a gardé le fait d'avoir le nom en Petit Venturi jusqu'à la fin de l'année. Alors, le petit clin d'œil qu'on peut faire, c'est que donc, je fais le chèque à Gérard Larousse, on lui donne les clés de la voiture, machin. En partant, il me dit « Ah, Jean-Pierre, merci. J'ai oublié de te dire, on a déposé le bilan hier de la société. » Donc c'est ça la F1. C'est exactement ça. Mais t'inquiète pas, Bernie Ecclestone est derrière. Il ne peut pas nous faire arrêter la saison en cours. Donc il financera un peu les pneus, il financera un peu l'essence. On trouvera une solution. Effectivement, on a fini la saison. Alors, l'appréciation du monde de la F1, c'est l'intérêt d'avoir Jean-Pierre Lecoux avec nous dans cette émission. Le monde de la F1, on est dans les années 90, 90. C'était comment? C'était quoi? C'était la grande aventure? C'était déjà quelque chose d'assez fermé? C'était comment? Je dirais que moi, j'ai passé 4 ans. Dans ces 4 années-là, j'ai vu le monde de la F1 se fermer. C'est-à-dire que la première année, avec notre passe écurie, on faisait le tour du circuit, on était de l'autre côté de la rail, on voyait tout ce qu'on voulait. Il y avait une bonne ambiance, il y avait les écuries, on déjeunait ensemble, on dînait ensemble le soir. Tout était très ouvert. En fait, c'était assez sympa, vraiment une bonne ambiance. Et puis, d'une année sur l'autre, on commençait à mettre des passes pour entrer dans les stands. Les écuries ont commencé un peu à se refermer. Et Ecclestone a voulu vraiment faire un produit hyper luxe, en fait. Donc, c'est lui qui est à la base de ce... Parce qu'il a toujours été très ouvert. Hein. Il ne laissait pas tomber les teams, c'était tous ses potes. Mais il avait toujours son budget de dire moi, j'ai signé des accords, il me faut 10 ou 12 écuries. À l'époque, il y en avait même plus. C'est le minimum, donc je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas lâcher là-dessus. Sinon, mes droits télé, je vais avoir des problèmes. Donc, il s'est lancé là-dessus. Et puis, les budgets ont commencé à augmenter très, très fortement et très rapidement. Mais il est resté très fermé. On en parlait tout à l'heure. J'ai essayé de lui faire vendre des sites internet tout au début de l'internet et il me disait mais ça sert à rien. Voilà. Il n'y a que des passionnés. Déjà question de génération. Voilà. Alors vous terminez l'année avec des bouts de ficelle, j'imagine, avec Bernie qui apporte des attachés caisses, Samsonite noir avec les dollars. Vous terminez et puis tu te lances l'année d'après. Tu deviens actionnaire du team. Alors non, c'est un petit peu, c'est qu'en fin d'année, soit l'écurie fermait. Soit elle était rachetée.
D'accord. Donc j'ai proposé à l'actionnaire principal de Venturi de racheter cette écurie. On l'a eu à un prix vraiment dérisoire, surtout qu'on avait l'écurie, l'usine, les F1 des 4-5 années précédentes, etc. Donc c'était vraiment un deal intéressant, surtout qu'on avait beaucoup de sponsors japonais, grâce à Aguri Suzuki à l'époque. Et on a eu en 92 Ukyo Katayama qui est arrivé. Donc on avait Cabine qui était la principale marque de cigarettes japonaise. On avait 70% du budget, donc c'était plutôt pas mal. Et on s'est dit, on se lance, on rachète l'écurie, il n'y a pas besoin de cash pour l'instant, et puis on verra en fin d'année. S'il manque un petit peu d'argent en fin d'année, je pense qu'on pourra le mettre. Ça c'était la théorie. Donc on s'est associé avec Robin Herd, qui a créé Larousse UK, qui a fait le châssis, qui était d'ailleurs plutôt un très bon châssis. Et avec un appui toujours très faible de Lamborghini. Donc qui avait des moteurs soit fantastiques, soit déplorables. C'était d'un moteur sur l'autre, on avait 50-60 chevaux de différence, on ne savait pas trop pourquoi, avec une fiabilité limitée. Mais... Ce qui veut dire qu'il y avait un côté artisanal dans la conception de ce moteur ou... Oui, complètement. En fait, c'était l'époque de Lamborghini où il y avait Lamborghini Engineering à côté. Et c'était, il y avait 30 mécanos et puis un ingénieur, quoi. C'était à peu près très folklorique. Avec le support de Chrysler, qui était l'actionnaire à l'époque principal, mais le vice-président de Chrysler étant l'ancien ingénieur Renault que Gérard Larousse avait viré de chez Renault. Et c'était assez compliqué. Les égos des gens sont très difficiles à... Et c'est un monde qui est assez petit, naturellement, donc tout le monde finit toujours par rencontrer tout le monde, quoi qu'il arrive. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Un avis sur les pilotes que vous avez fréquentés, parce que ça, je suppose que ça intéresse beaucoup les internautes et nos téléspectateurs. Qui vous a réellement marqué et qui auriez-vous éventuellement souhaité ne pas rencontrer? Ça, c'est très difficile. Non, ça va peut-être vous faire plaisir. Il y a un pilote que j'ai adoré, à qui j'ai toujours des excellentes relations, c'est Bertrand Gachot, qui a passé une année avec nous, qui est un superbe pilote, parce qu'il était très rapide, franco-belge, mais qui était aussi passionné par autre chose, l'informatique, le business, le machin. Donc, c'était quelqu'un d'assez complet. Et on avait fait ensemble un logiciel qui permettait, avant Internet, à ce que nos clients, nos prospects, aient 5 minutes après la fin des séances d'essai, un compte-rendu comme ça sur leur fax. Donc c'était assez rigolo, donc ça marchait bien. Et puis, par moment, il pétait un peu les plombs, donc il est quand même monté 2 fois sur Ukyo Katayama dans l'année. Ça, c'était quand même... entre coéquipiers, ça se fait pas. Mais bon, je trouve que c'est un bon moment. Après, Eric Comas, bien qu'à... je dirais, j'ai pas été pilote à ce niveau-là, donc c'est très difficile de donner un avis sur les pilotes. Ce que je voyais souvent, c'est quand il rentrait au stand, ces deux premières parcelles étaient les meilleures. Donc j'ai un peu le sentiment que peut-être en qualif, par exemple, il surconduisait. C'est un effet, mais je ne peux pas dire c'est vrai. On a eu Philippe Alliot, quelqu'un d'adorable, qui habite tout près de chez nous, ici à Bruxelles. Voilà. Philippe, pense génial. À toi. Ukyo Katayama, j'ai pas beaucoup de contact avec lui, quoi. Il était vraiment encore dans son milieu un peu japonais. Par contre, on avait eu c'est juste quand je suis arrivé, Aguri Suzuki, qui était lui vraiment adorable, très, très fun. Et puis voilà, après, on a eu avec les problèmes de budget, les fins de saison changeaient de plus en plus souvent de pilotes. On était déjà sur des pilotes payants qui venaient avec des attachés caisses ou moins que maintenant? Ils ont toujours été entre guillemets payants. Bon, Katayama, il amenait les sponsors cigarettes. Okay. C'était peut-être pas les fils d'eux. Aujourd'hui, c'est les pères qui pilotent par procuration et qui arrivent tout à avec... fait. Non, ils avaient ils avaient leur sponsor. Si Bertrand pouvait apporter un budget, c'était très bien. S'il n'y avait pas de budget... Il roulait. Bon, il y avait une petite anecdote de Gérard Larousse qui était hyper stressé parce que, hormis moi, en 4 ans de F1, je crois que pendant 15 jours, on a été heureux. On n'a pas eu de soucis, c'est entre le moment de la présentation de la voiture... Et le début de la saison. Et 15 jours avant le début de la saison, parce que 15 jours avant, on a déjà des problèmes d'argent.
Et quand il est des pilotes payants, je me souviens d'un, il arrivait le vendredi matin, il voyait le pilote, il dit si ton sponsor ne m'a pas payé lundi, t'es viré pour le prochain course. Donc le pilote, il était tremblant tout le week-end, il ne faisait rien. Et je suis passé 3 ans à dire Gérard, mais une fois qu'on est sur un Grand Prix, c'était l'un des avantages d'Ecclestone, c'est que quel que soit ce qui pouvait se passer à l'extérieur, le week-end de Grand Prix, les huissiers ne rentraient pas, il ne se passait plus rien. Donc dès qu'on est le vendredi et que les voitures étaient là, on était sûr de faire tout le week-end dans les conditions les mieux possibles. Et après, le lundi, les problèmes recommençaient. Les problèmes recommençaient. Merci Jean-Pierre, on revient à vous bien évidemment dans quelques instants. Christophe Van Riet, on voulait parler historique, bien sûr, phénomène de course historique. Christophe qui a remporté le Tour Auto, qui a remporté bien des compétitions siglées d'ailleurs, badgées Pétero Auto, on pense au ce championnat 60s Endurance notamment. Christophe, on va rebobiner le film là aussi, comme on vient de le faire avec Jean-Pierre, le début de GP Motor et le début finalement de cet intérêt pour les voitures de course anciennes. Ça remonte à quand ça ? Depuis moi, mon enfance, voilà. J'ai la chance j'ai été élevé dans un milieu où la mécanique était importante parce que mon père est horloger réparateur, donc rien à voir avec l'automobile. Dans ma famille, personne n'a jamais fait d'automobile. Mon père aurait bien sûr espéré que je reprenne l'entreprise familiale. Mais ma passion, c'était pas ça. J'aime l'objet, mais j'aime pas. C'est trop petit, ça me parle moins. Ça fait moins de bruit. Oui. Donc assez rapidement, j'ai compris que je voulais me diriger vers la mécanique automobile. À mes 15 ans, j'ai arrêté l'école, les cours généraux, on va dire, et j'ai commencé un apprentissage. Et j'ai ma première année à mes 15 ans, de mes 15 ans à mes 16 ans, j'ai travaillé chez JPMO, que finalement j'ai repris presque 12 ans après. Et donc là, j'ai travaillé 1 an où on ne faisait que des Ferrari anciennes, principalement de route. Et là, je me suis dit, c'était vraiment ma passion la voiture ancienne, mais je me suis dit, bon, mais si un jour ça s'arrête, je ne sais pas travailler sur les voitures modernes. Donc j'ai pris mon petit vélo à l'époque, j'étais jusqu'au garage Francorchamps qui n'était pas très loin, qui était l'importateur Ferrari. Et je me suis présenté, j'ai demandé s'ils avaient besoin d'un apprenti, ils m'ont pris. Et finalement, j'ai travaillé pour eux pendant 8 ans. Tout en travaillant encore le soir et le week-end par passion chez JPMO pour les voitures anciennes. Et j'ai repris le garage en 2001, qui a au jour d'aujourd'hui 37 ans, et donc je l'ai repris il y a 20 ans. Et là, à partir de ce moment-là, on est dans la voiture ancienne de course de plus en plus ? Le phénomène va aller en s'accélérant ? À ce moment-là, quand j'ai repris, pas du tout, parce que c'était 2 frères italiens, les frères Ori, quand j'ai racheté le garage, dont Jean-Pierre, qui était le frère qui s'occupait de l'atelier, est resté avec moi à la base. On avait un contrat moral de 3 ans, finalement il est resté 11 ans, donc ça s'est bien passé. Et lui, à l'âge qu'ils avaient, etc., ils n'avaient plus l'envie de se déplacer chaque week-end, faire des courses, etc. Et assez rapidement, moi j'ai compris que pour se diversifier et aussi sortir un peu du lot, parce que tout le monde commençait à ce moment-là à vouloir faire de la voiture ancienne, parce que c'était très à la mode, on s'est lancé sur les courses historiques, où finalement en Belgique, des préparateurs de taille plus ou moins importante en historique, il n'y en a pas beaucoup. Et ça nous a permis de assez rapidement sortir un peu du lot et avoir une clientèle qui est en partie toujours la même, et qui est devenue presque boulimique. Donc qui a commencé avec une voiture de course sur les meetings, et puis finalement certains sont avec 4-5 voitures pour être dans toutes les catégories, et ils veulent rouler tout le temps, et forcément il y a des jeunes et des moins jeunes, mais ce qui est très amusant, c'est que même les plus âgés, une fois qu'ils commencent et que la passion les prend, ils ont presque envie, quand on les entend parler, de rattraper le temps perdu, de ne pas avoir commencé à rouler plus tôt. Donc c'est pour ça qu'ils sont capables de rouler avec 5 voitures par week-end et 5-6 week-ends d'affilée presque. Donc, tu arrives à retrouver une nouvelle clientèle, une jeune génération, parce que tu as beaucoup de membres du club DV qui sont des seniors, qui ont des belles autos. Ils ont 10 ans de plus, 20 ans de plus que quand tu as démarré. Tu trouves des jeunes qui sont là ? On est, je pense, à une ère plus ou moins de changement. On a la chance d'avoir pas mal de clients qui commencent à rouler avec leur fils ou leur fille, parce que ça arrive aussi. Oui. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Et quand les parents et les enfants peuvent partager un moment pareil, c'est quand même exceptionnel. On a une autre chance, c'est que le sport auto moderne, même pour les jeunes, est devenu, je ne vais pas dire inaccessible, mais plus difficilement accessible, et surtout à des budgets complètement, à mes yeux, démesurés par rapport à un jeune qui veut se lancer.
Et en plus de ça, il y a un autre phénomène, c'est que les voitures progressent d'année en année en moderne et les modèles changent. Et du coup, il y a une décote importante. Donc même qu'ils achèteraient une voiture de course pour se faire plaisir, ça ne va pas être rentable déjà juste sur la voiture, plus le reste. Tandis qu'en historique, si on achète une bonne voiture, avec une belle histoire, on a au moins l'espoir de garder minimum le prix d'achat, voire même l'augmenter. Donc c'est déjà une donne dans l'équation qui est importante. Il y a un respect aussi, en général, dans toutes les courses historiques, parce que les gens aiment la mécanique et trouvent les voitures belles. Donc il y a de la course, il y a de la compétition, il y a de l'enjeu, mais ça reste dans un esprit gentleman qui a, en mon sens, un peu moins moderne au jour d'aujourd'hui. Et voilà. Est-ce que c'est réellement accessible, l'historique, ou est-ce que c'est réservé quand même à une clientèle particulière, de niche ? Ça reste le sport mécanique par définition, ça l'a toujours été. C'est cher. C'est cher, il n'y a rien à faire. Jean-Pierre, toi qui fais de l'historique, puisque tu as des très belles autos, les budgets ont explosé ou tu trouves que tu arrives à faire des plus-values quand tu vends des autos ? Oui, sur les autos, c'est effectivement ce qui te permet un peu de financer ce que te coûte la saison de course. C'est ça. En fait, si tu te débrouilles bien. Si tu vends ta 300 SL, tu peux, tu fais du cash et tu peux, voilà. Mais c'est pas la meilleure pour courir. Non. non, mais c'est vrai. Ouais, et surtout que les courses qu'il y a maintenant ont beaucoup plus de notoriété. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, faire un Le Mans classique, faire un Tour Auto, dans l'histoire de la voiture, c'est quand même quelque chose de positif. Mm-hmm. Est-ce qu'on a atteint un pic au niveau des courses historiques, Christophe et Jean-Pierre d'ailleurs ? On sait que ça fait pas mal d'années que l'historique a la cote. Les meetings sont toujours plus nombreux, toujours plus fournis. De nouvelles épreuves font leur apparition, des revivals, d'anciennes épreuves, etc. Est-ce qu'on arrive tout doucement au sommet de la montagne ? Est-ce qu'on a déjà entamé une descente ? Ou est-ce que les perspectives sont bonnes pour l'avenir ? Moi, je suis très optimiste parce que forcément, je prêche aussi pour ma chapelle, mais ça se vérifie. Et toutes ces courses historiques, en tout cas les importantes, il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de spectateurs, il y a de plus en plus de clients qui veulent s'inscrire. Là, on a eu une saison 2020 compliquée, une saison 2021 par rapport aux événements qui se sont annulés. Mm-hmm. Maintenant, les gens sont boulimiques, donc nous, nos clients, ça pousse dans tous les sens, ouais. Et on va tourner sur une année 2022, si tout va bien, peut-être entre 16 et 18 week-ends de course. Ce qui est énorme, et parfois le minimum peut-être avec 7-8 voitures et le maximum avec un Spa classique, on va être là 24 voitures au jour d'aujourd'hui. Mm-hmm. Donc c'est bien la preuve ça que reste gérable, ça, l'envie est là. 24 voitures pour un meeting ? La logique voudrait dire non, et on ne pourrait pas faire ça. On pourrait pas faire ça toute l'année, mais par rapport à tout le temps qu'on a perdu et l'argent aussi qu'on a perdu pour un team comme nous, on a continué à travailler, on a continué à respecter nos traites, nos frais, etc. Il faut refaire aussi, il faut se refaire économiquement, mais en plus de ça, c'est des voitures qu'on a à l'année, qu'on connaît par cœur et qu'on prépare le mieux possible pour que sur les meetings, on ait le moins de soucis possible. Et bien sûr, on travaille en partie sur des grands meetings comme ça avec des freelances, mais qui sont les mêmes depuis presque 20 ans que j'ai le garage. Donc, il fait des voitures très fiables. C'est pour ça, donc il n'a pas besoin de beaucoup de mécaniciens pendant les courses. On essaye en tout cas. On a parlé du Mans classique, on a parlé bien sûr du Tour de France Auto. Il y a Goodwood, il y a Angoulême, il y a... Quel est pour vous deux, quel est l'événement où vous vous sentez le plus dans cette belle séquence nostalgie et où vous vous amusez le plus ? Alors c'est une question un peu bateau, mais... je vais laisser Jean-Pierre. Pourtant, tu es plutôt en tête de grille, toi, normalement. Tu as plus d'expérience que moi. Donc, non, moi, tous les deux. Voilà. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est quand même le Mans classique. Parce que pour moi, c'est le circuit où tu roules le plus vite, tout le temps. Mais tu roules le moins. Tu fais 3 fois 45 minutes, 24 heures, mais pour un amateur qui roule 4-5 fois par an, c'est quand même un grand moment. C'est vrai que dans ta GT40 Mach 2, oui. Mark II. Mark II, oui. Mach 2, j'y vais pas encore assez vite. C'est vrai que 45 minutes, ça doit être suffisant, non ? Oui, on est bien cuit, il est temps de sortir. Oui, puis avoir la chance de rouler sur le grand circuit du Mans, c'est pas donné à tout le monde, c'est donné à surtout aujourd'hui à une élite dans le sport auto moderne. Et puis là, pour les gentlemen drivers et aussi des pilotes pros qui sont engagés pour rouler le week-end et mettre des voitures en valeur. Donc c'est amusant aussi même pour la clientèle performante ou moins performante ou collectionneur ou vraiment qui est là pour l'aspect sportif, de pouvoir un peu se comparer et de côtoyer
soit des anciens grands noms du sport auto, soit des nouveaux pilotes modernes et que tout le monde mélange et tout le monde partage et c'est sympa. Et ça, c'est sympa. Une question que j'ai envie de poser aux deux, puisque vous êtes connaisseurs et passionnés de voitures anciennes. Souvent, lorsque je les commente, ces courses de voitures anciennes, j'ai des gens qui viennent me dire hey, « c'est pas une authentique celle-là, c'est pas une vraie ». Quelle est la réaction par rapport à ça? Est-ce que toutes ces voitures qu'on a notamment autour de nous ici au Club DV également avec cette formidable Bizzarini, cette Ferrari, etc., est-ce que le côté authentique est quelque chose après lequel vous courez systématiquement ou pas? Pour moi, c'est important. Maintenant, il faut se rendre compte que les valeurs des voitures, de certaines voitures, a tellement augmenté que je peux comprendre des gens qui ont la vraie voiture, à un moment donné, de se dire, voilà, on va construire une réplique à l'identique à côté, mais dans l'esprit vraiment au millimètre la même, mais qu'ils le déclarent. Il y a des championnats où le promoteur du championnat ne va pas dire, voilà, on fait rouler une réplique, au mieux de faire rouler la vraie, mais ça a du sens. Il y a des gens qui courent avec des 50 GTO, des GT40 qui ont une grande histoire en course, etc. Ça serait même triste un jour d'avoir un accident et une voiture qui brûle. Il y en a qui continuent à le faire. Mais tu sais, la majorité de nos clients roulent en voiture originale, mais je peux comprendre le concept au jour d'aujourd'hui où les gens se disent tiens, pourquoi pas prendre une réplique, mais la seule chose c'est qu'il faut garder à l'esprit qu'il faut garder les voitures, en tout cas pour faire des courses qui sont dans la même performance et qui sont dans le même concept. Il ne faut pas commencer à les moderniser et les faire trop performantes non plus. C'est une question que j'ai posée à un de tes fidèles amis et gentleman driver. Il m'a dit, mais Jean-Paul, tu veux rire, moi je ne veux pas rouler avec une réplique, je sais ce que j'ai acheté ma Ferrari, je sais que si je la crache, je sais que ça va me coûter bonbon, mais elle vaut tellement aujourd'hui que ça ne change rien à ma vie. Et j'ai trouvé ça quand même très justement. Oui, et c'est encore le cas d'une majorité, et tant mieux, et surtout sur les événements qu'on connaît bien, style Peter Otto, où pour eux c'est très important de garder le maximum de voitures authentiques, et ils acceptent de temps en temps des continuations, des choses comme ça, mais c'est déclaré, ils laissent courir le client, mais il a une pénalité, etc. Donc c'est pas du tout le but pour eux, ni pour le client. Donc voilà, les gens préfèrent rouler en authentique. Et de toute façon, une chose est sûre, c'est que avoir un accident avec une GT40 originale ou une Ferrari 250 châssis court, par exemple, ou qu'elle soit originale ou réplique, la réparer, ça coûte le même prix. Allez, une dernière question à chacun. Oui, Jean-Pierre? Non, simplement, je suis d'accord pour que certaines répliques à l'identique courent, mais à condition qu'elles soient effectivement bien noté, qu'on sache, même si la personne a l'original. Il faudrait que c'est avec lequel il court. Ouais, non, mais si l'original, parce qu'à un moment, c'est un peu ce que voulait faire Max Mosley il y a une dizaine d'années, en disant on va interdire les voitures anciennes de courir, par contre, on aura le droit de courir avec une réplique à l'identique, en disant un jour il y aura un accident parce que ces voitures ont 60 ans et ont été faites pour durer 3 ans. Donc à un moment, il faut faire attention. Et qu'elles vont plus vite aujourd'hui qu'avant. Ouais. Mais les circuits sont plus sûrs aussi. Voilà. Les circuits sont plus sûrs, les pneus sont meilleurs, les freins sont meilleurs, les matériaux, quand on refait un moteur, etc., on peut les pousser plus loin parce que tout ça s'améliore. C'est ce que je dis, elles vont plus vite, mais en termes de sécurité, les châssis et tout, ça reste quand même une construction d'avant. C'est pas du carbone. C'est pas du carbone, il faut faire attention. Allez, une dernière question pour chacun. Pour la route, pour la route du Café du Commerce. Oui, bien sûr. Tour Auto, Christophe, puisque c'est finalement 2021 votre point d'orgue, on va dire. Vous remportez ce Tour Auto, ce fameux Tour de France automobile dans sa version Peter Auto. C'est quoi? C'est une espèce de sommet dans une carrière? Pas du tout. Vous voyez ça comment, cette performance, Christophe? C'est une course qui, pour nous, en tant que préparateur historique, est très importante parce qu'on a toujours eu une belle clientèle sur ce rallye. Pour moi, c'est une des plus belles vitrines du sport automobile ancien en Europe, voire même au monde. Il faut se rendre compte qu'il y a environ, je pense, 250 voitures de compétition inscrites. Exact. Une catégorie régularité, une catégorie compétition. Les routes sont superbes. Le parcours est dingue. On traverse quand même une grande partie de la France, que ce soit circuit spécial, etc. Il y a un engouement qui est toujours là au jour d'aujourd'hui et on voit des jeunes au bord de la route, des vieux, etc. Mais ça crée une ambiance et c'est rassurant et ça fait plaisir. Et bien sûr, le gagner pour nous en préparateur, c'est important pour l'image de marque, pour montrer qu'on peut le faire, etc. Mais je suis très content de l'avoir fait. Et au final, c'est la 3e fois que je le gagne, mais les autres fois, c'était dans le groupe GHI, qui est les voitures un peu plus modernes, et qui, chez Peter Auto, ils ne mettent pas en valeur. Bien sûr. Mais voilà, ils arrivent à organiser des événements qui sont exceptionnels
Et on se rend compte aussi que par rapport à tout ce qui se passe, législation, écologie, etc., on a encore la chance d'avoir des organisateurs qui se donnent les moyens et qui font tout pour pouvoir organiser de tels événements. Et tant que ça existe, il faut qu'on en profite au maximum. Et qui sont très très bien accueillis dans toutes les villes où ils passent par-dessus le marché, alors qu'on est peut-être en contre-emploi par rapport aux tendances du moment, bien évidemment. Jean-Pierre, il y a un truc qu'on aimerait bien que vous racontiez. Ces histoires de sponsors étaient à l'époque Larousse. On va revenir sur la période de Larousse F1 parce qu'elle est passionnante. Ces histoires de sponsors étaient parfois à bracalabrantes. Vous avez vécu des trucs surréalistes. Oui, on était à l'époque où il y avait encore les valises de billets, les sponsors ponctuels pour un Grand Prix qu'on ne connaissait pas. Donc ils arrivaient vraiment, ou ils nous appelaient la veille, en disant voilà, je voudrais être sponsor, combien ça coûte ? On envoyait notre dossier. Ok, si on négocie au dernier moment, évidemment, comme on était toujours en demande d'argent, on acceptait un peu n'importe quoi. Et un jour, on a accepté 2 Allemands qui arrivaient avec une nom de société très professionnelle, comme Stock. Bon, ça fait très sérieux, donc on l'avait mis sur l'aileron arrière. Ils nous avaient donné leur petit budget. Et puis, ils ont dit, en échange, on va faire venir des clients pour leur montrer la F1 et puis essayer de faire du business avec eux. C'est le rôle de la F1, ça aussi. Voilà, donc ça se passe, Grand Prix du Portugal, ils nous invitent et obligent les pilotes à venir dîner à plus de 100 km du circuit, ce qui ne se fait jamais. On dîne avec eux, leurs clients sont là, très bonne soirée, on rentre, et puis quelques temps après, l'un des deux se fait arrêter par la police, refuse de se faire arrêter, prend une grenade et saute avec la grenade. Déjà, c'est un peu choquant. Rock'n'roll. Et la police, après, a suivi l'autre, qui était le fils. Il l'aura été 2-3 ans après un match de foot, parce qu'il était passionné, etc. Et en fait, on a appris après que les prospects, ils leur proposaient des affaires. Les prospects amenaient une valise d'argent cash en disant « dans 15 jours, vous aurez le double ou le triple ». Et puis, ceux qui ne se laissaient pas faire, on les tuait et on les enterrait sous la terrasse sous laquelle on avait dîné. Donc, il y avait des invités au sous-sol. Il y avait des invités au sous-sol, ouais. Également. Donc, voilà. Ça m'a un peu froid dans le dos et c'est vrai que c'est les risques. Mais je regardais encore une petite vidéo sur un Américain qui faisait du trafic de drogue pour payer sa passion. Donc, c'est aussi... dans ces domaines à cette époque-là. Oui. Maintenant, évidemment, tout ça n'est plus... Il y a eu Van Rossem, il y a eu... Il y a eu quelques-uns. C'était notre époque. Il y a quelques exemples. Merci, messieurs, en tout cas. Merci, Christophe, qu'on va laisser pour accueillir notre chroniqueur, serial chroniqueur, on peut le dire, presque Martin Buginaro, qui va venir avec son sujet de l'émission, avec quelque part un regard jeune. C'est pour ça qu'on fait venir Martin, d'ailleurs. C'est pas qu'on est obligé, non. On aime vraiment bien qu'il soit là, avec son regard un peu jeune. On le retrouve tout de suite. Alors, la rubrique de Martin Buginaro, j'ai la chance d'avoir Pierre Van Vliet comme partenaire. Bon, enfin, il est plus espagnol que bruxellois, mais enfin, c'est un autre débat. Martin, Vincent Franssen, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive, les gars? Je suis blindé. Et donc, voilà, Martin, on va y aller. Vincent, on va y aller. On va alors le mettre sur le grill. Voilà, ce qu'on lui a demandé à Martin, systématiquement, c'est de venir avec un thème de discussion, avec son regard de jeune journaliste, quelque part, qui a tout l'avenir devant lui. Il a de la chance, lui, naturellement. Alors, Martin, on va parler de quoi aujourd'hui? Écoute, on a parlé avec Jean-Pierre de Formule 1, on a parlé avec Christophe de course historique. Écoute, c'est très simple, je vais te faire une question hybride. Voilà. C'est très tendance, l'hybride. Ouais, c'est très tendance, mais là, on va parler de bons moteurs thermiques qui sont très bons. Et c'est un débat qui va plaire à Jean-Paul. Sur les Grands Prix de Formule 1, il y a de temps en temps des démonstrations de véhicules historiques. On le voit. Dès qu'il y a une monoplace du siècle dernier qui fait quelques tours de manège à Francorchamps, à Silverstone et j'en passe, eh bien c'est l'effervescence. Il y a même des pilotes et des ingénieurs qui viennent voir la voiture. Quand on voit tout le travail que Liberty Media a réalisé ces dernières années, car on peut dire, je vais prendre un terme qui te plaît Vincent, Liberty Media a nascarisé la Formule 1. Il s'ouvre à de nouveaux spectateurs, plus jeunes, mais il faut aussi honorer le passé. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que Liberty Media, dans cette politique de conjuguer passé, présent et futur,
devrait accentuer les démonstrations de véhicules historiques. Et je pense même, c'est une douce utopie, réaliser quand le timing des meetings le permet, organiser une course d'exhibition avec une dizaine de monoplaces des années 70-80, avec éventuellement la captation TV, car certaines chaînes, notamment côté britannique, sont 100% Formule 1, Sky Sport pour ne pas la citer. Je suis certain que ça vaudrait le coup. Oui, et c'est pas utopique du tout, dans la mesure où les championnats existent. Il existe le Série championnat. Masters et d'autres, bien évidemment, on les voit, donc ça existe. Ça ne doit même pas être des courses d'exhibition, puisque ces courses sont de vraies courses. On peut rendre hommage notamment à Loïc Demant, qui a remporté ce championnat de F1 historique à l'époque avec une Tyrrell Candy. On a nos amis Kera qui ont un mini plateau ici, tout près de Nivelles. Mais le championnat existe, Martin, et au moment où Liberty Media diminue le timing des Grands Prix puisqu'ils suppriment le jeudi, personnellement, messieurs, moi je ne vois pas pourquoi et comment ils vont encore pouvoir intercaler des courses de voitures historiques. C'est une erreur, mais je pense que ça va être très compliqué. Même si intellectuellement et humainement parlant, pour les racines de la F1, c'est intéressant. Ouais, et je crois qu'aussi, ce qu'il y a, c'est qu'ils veulent absolument faire accompagner la Formule 1 de F2, de F3, etc., qui sont des compétitions qui évoluent maintenant de concert, ensemble. Ça va rendre, si on rajoute la Porsche Super Cup, qui est liée à la Formule 1 de manière directe, ça rajoute encore au caractère chargé des week-ends. Et on l'a dit avec Jean-Paul, effectivement, ces week-ends vont avoir tendance à se resserrer avec la disparition de la journée du jeudi. Par contre, c'est sûr que c'est une super idée. Elle n'est pas nouvelle, bien évidemment. On sent que Liberty Media a bien compris la chose. Je me tourne peut-être vers Jean-Paul. Vous qui avez organisé cette fameuse exhibition avec Jackie X, avec cette Ferrari 312 à Francorchamps, dites-nous, ça n'a pas été tout à fait simple d'organiser ça. Vous n'étiez pas reçu à bras ouverts à ce moment-là quand même. Non, mais alors j'ai la chance de bien connaître Jackie. Jackie ne voulait rien, il ne voulait pas qu'on fête cette première victoire en F1 50 ans après sur une voiture mythique. Ça a été très compliqué, mais quand c'est compliqué, j'adore, on l'a fait. Et je dois dire que Jackie m'a aidé par rapport à la FOM, parce que sinon, ça ne se serait jamais fait. Ça ne se serait jamais fait. Il y a eu des obstacles, clairement. Il y a eu des obstacles, mais des obstacles belgo-belges, comme toujours. Voilà. Il ne faut pas oublier, toi tu le sais Vincent, je suis un 0-2. Donc c'est sûr que je ne vais pas toujours dans le sens des gens. Donc quand je suis arrivé en disant je vais organiser pour Jackie, pour les 50 ans de sa première victoire, une démo, j'avais rien inventé, Martin, puisque je l'ai vu l'année d'avant, j'ai vu le fils Schumacher, Mick, rouler sur la voiture de papa, paternel, qui était la voiture de Bertrand. Tout s'explique, puisque c'est ce jour-là que Michael a démarré. Quand je suis arrivé, on m'a dit que c'était pas possible, voilà, et j'ai eu toutes les complications de la Terre qui vont des passes qu'on me barbotait, les grilles qui se fermaient, le camion qui pouvait pas rester dans les box, le box 26, alors que j'avais l'accord d'Alpha, de Fred Vasseur, de la FOM, mais voilà, l'équipe de belge venait en me disant le camion doit bouger, voilà. Ouais, c'est quelque chose qui devrait, à mon avis, être de plus en plus facile à monter à l'avenir, parce que je pense que du côté de Liberty Media, il y a une réelle compréhension de cela. Oui. Jean-Pierre, cette protection, cette mise en exergue du patrimoine, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, moi j'adore. D'ailleurs, on voit que les constructeurs actuels, quand ils font des démonstrations dans les villes, ils prennent les voitures encore à moteur Atmo. Ils ne prennent pas les turbos, donc, parce qu'ils veulent le bruit est important. Moi, je trouve ça magique de voir. Ils ont peut-être un peu l'inquiétude que si on faisait une course de voitures anciennes avec les bruits des moteurs, la course moderne paraîtrait peut-être un peu plus fade. Et puis l'autre problème, c'est que les pilotes de ces voitures de F1 historiques sont souvent des personnes qui ont un certain train de vie, un certain budget. Et quand on va dans la F1, qu'on n'est pas dans la course principale, on est au fond du paddock, on nous retire les passes au bout de 5 minutes. Donc c'est très désagréable. Et on a passé l'âge. Ouais. On a passé l'âge de ça, quoi, c'est tout. Tu parlais de bruit de moteur, j'ai réécouté récemment le V12 Matra, 1 minute de silence. Voilà. Ouais.
J'ai fait le Tour Auto cette année avec une Tipo et j'étais souvent derrière la Matra de John Ofby. Et dans ce cadre-là, on baisse les vitres et on entend le bruit, c'est magique. Dans les montagnes, c'est extraordinaire. Mais pas la radio, forcément. Merci Martin, on espère qu'effectivement ça fera Flores, ces démonstrations, qu'il y en aura de plus en plus, alors pourquoi pas des courses, qui vivra verra, comme on dit. Jean-Pierre, merci, Martin, merci. C'est un plaisir. Voilà. On se revoit sous peu. Quand tu veux, je viens vers vous. J'espère bien, on paye les 0,4. Le 02 va vers les 0,4 et on va faire un 0,6. C'est ce qui fait le succès finalement de cette émission, c'est que c'est une histoire de 0,6 et ceux qui ne comprennent pas, c'est pas grave, on vous expliquera un jour. À la prochaine. Le Club DV et Speed Action vous ont présenté le Studio DV en collaboration avec Yaku.